de 3%, vraiment, de hausse du chômage. William T. Il n'y a pas que ça. Et, comme Olivier d'Artigol l'a rappelé, il y a 0,3%. Il y a un contexte économique qui est mauvais, qui n'encourage pas la confiance des acteurs et des investissements, et en tout cas au fait que les entreprises puissent embaucher, encourager, augmenter la production. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que le contexte économique qui a été créé par le gouvernement n'est pas incitatif en termes de politique de l'offre. Je pense que le gouvernement s'est trompé de politique économique. Il a eu une bonne politique économique au début du quinquennat, il a eu une bonne politique économique au début de la crise avec le quoi qu'il en coûte, et maintenant il s'est trompé parce qu'il a mal analysé quel est le contexte de cette crise. Le contexte de cette crise basé sur l'inflation est un problème non pas de demande, mais un problème d'offre. Et qu'est-ce que fait le gouvernement pour résoudre le problème économique ? C'est qu'il injecte de l'argent. Mais quand vous injectez de l'argent, vous menez ce qu'on appelle une politique keynésienne pour que les consommateurs soient encouragés à consommer. Mais si les consommateurs veulent acheter des produits, mais que les produits ne sont pas fabriqués, vous avez une distorsion entre la demande et l'offre, ce qui augmente du coup l'inflation. Le problème, c'est que le gouvernement doit maintenant désormais mener une politique de l'offre, c'est-à-dire une baisse des taxes, une baisse de la fiscalité pour encourager les entreprises à investir de nouveau. Tant qu'il ne changera pas de doctrine à ce niveau-là, il ne pourra pas relancer l'activité. Il a mis des choses qui étaient intéressantes sur l'investissement, notamment avec France 2030. Il a mis des éléments qui étaient intéressants sur l'assurance chômage, mais même s'il faut aménager, parce que ce qu'on propose plutôt sur l'assurance chômage, normalement, l'idéal, c'est de faire ça en fonction de la période économique. C'est-à-dire si vous êtes en période de croissance, vous durcissez les conditions. Quand vous êtes en période de récession, vous élargissez les conditions pour sauver les chômeurs. Et la dernière condition, c'est de créer un environnement économique adéquat. Mais si le contexte national ne le permet pas, c'est au gouvernement de le faire, par plusieurs biais. La question de la réglementation, la question de la fiscalité, et toutes les promesses qui ont été effectuées par Emmanuel Macron, notamment sur la baisse des impôts de production et sur la baisse de fiscalité pour encourager les entreprises à investir, doivent être mises en place le plus rapidement. Et il a déjà perdu 4 semaines en attendant la nomination du nouveau gouvernement. Vous êtes d'accord avec ça ? Je rappelle des titres. William T, vous souhaitiez réagir ? Sur ce point-là, la difficulté, c'est qu'en fait, il y a différentes générations qui se croisent en termes de perspective du marché du travail. Il y a celle qui est plus âgée, notamment qui a travaillé notamment 10, 15, 20 ans, qui, eux, étaient plutôt sur un objectif de carrière linéaire. Vous parliez de la question de la maçonnerie. Ils commençaient en maçonnerie, ils terminaient en maçonnerie. La difficulté des plus jeunes, c'est que eux, quand on regarde les sondages, notamment menés sur la génération Z, c'est qu'ils veulent de plus en plus de liberté, devenir leur propre chef d'équipe. Et donc, du coup, ils font concilier ces intérêts qui sont contradictoires et vous ne pouvez pas le faire avec la politique égalitariste en France, où les règles vaut la même pour tout le monde. Il faut pouvoir mener des règles de plus en plus différenciées pour pouvoir s'adapter aux différentes générations. Pour les dernières générations, notamment, il faut les adapter sur le fait que le marché du travail évolue et que désormais, vous avez moins de chances d'effectuer une carrière qui soit linéaire. Et donc, d'où l'objectif de l'assurance chômage qui permet en fait de les obliger à se reformer, à se requalifier. Avec un enjeu considérable, une personne sur deux qui liquide ses droits, qui part à la retraite, n'est plus en activité. Elle est ou au chômage, ou en invalidité, ou RSA. D'accord, mais ceux qui ont à peu près 40-50 ans, l'objectif de la réforme de l'assurance chômage, c'est de pouvoir les mettre en formation professionnelle pour qu'ils puissent se reconvertir dans un métier qui embauche. Le deuxième point pour les plus jeunes, c'est qu'il faut redéfinir un contrat social et un contrat de travail. C'est-à-dire comment on fait pour donner des droits à des travailleurs indépendants, notamment en termes de droits sociaux, de retraite et de protection sociale. Bien sûr. Messieurs, on poursuit d'inquiéter ? Évidemment. Et Emmanuel Macron a promis, d'ailleurs, il y avait un débat sur le CV anonyme. Moi, j'étais plutôt partisan, d'ailleurs, du CV anonyme. Il y avait un débat sur le CV anonyme, mais Emmanuel Macron a promis sur ce quinquennat d'intensifier les testings. Le problème, c'est pas le CV anonyme, c'est ce qu'elle a fait comme emploi. Oui, dans ce cas-là, c'est la discrimination sur ses opinions politiques, religieuses, réelles ou présumées. C'est en raison de ses stages. De ses opinions politiques présumées. De ses opinions politiques présumées. Vous mettez un et donc, CV anonyme, ça change quoi ? Du testing. Oui, c'est vrai que sur le CV anonyme, on peut aussi enlever certaines expériences. Non, mais le souci, c'est que Emmanuel Macron doit agir auprès de la direction de l'Opéra national de Paris. La justice doit être saisie. C'est pas une question médiatique, c'est une question pénale. Non, mais vous avez deux biais. Soit la personne porte plainte. Ça veut dire que la personne qui a porté plainte est actuellement stagiaire. Elle recherche un stage. Donc ça veut dire qu'elle va mettre entre 3 et 5 ans à avoir réparation. Est-ce qu'elle a les moyens de payer un procès pour avoir des réparations en 3 à 5 ans ? Non, elle n'a pas les moyens. Si elle est stagiaire, elle n'a pas les moyens. Ensuite, l'autre biais pour agir, c'est que la République et la Déclaration des droits de l'homme est claire. C'est-à-dire qu'on sait que manifestement, cette personne a commis une faute et une discrimination en raison de l'expression politique. Et donc, du coup, c'est contraire à la Déclaration des droits de l'homme qui est contraire aux valeurs du service public et par conséquent, elle doit subir une procédure disciplinaire. C'est tout simple. C'est-à-dire que soit vous avez le choix, soit vous portez la responsabilité sur la stagiaire qui va avoir 3 à 5 ans de plainte et donc de durée pour avoir une réparation, soit c'est la direction de l'Opéra national de Paris qui convoque la personne en question, qui lui demande des explications et qui lui demande une procédure disciplinaire. Mais non, quand vous avez une entreprise, et c'est comme ça que la loi a été faite, c'est pour encourager les entreprises à mener des procédures disciplinaires en cas de discrimination. Le juge, mais vous n'allez pas remplir de plus en plus les tribunaux qui sont déjà surchargés. Elle va mettre 3 à 5
5 ans, elle va mettre 3 à 5 ans, elle est stagiaire, elle n'aura pas les moyens de tenir une telle pression et surtout il faudra qu'elle trouve un autre stage, elle va obtenir réparation. Elle est déjà allée sur valeurs actuelles pour se répandre. C'est devant le juge, porter plainte. William T, selon vous, c'est au président de la République de Je pense que saisir... c'est en tout cas à minima au ministre de la Culture de convoquer le directeur de l'Opéra national de Paris, de lui demander d'entamer une procédure disciplinaire envers la personne qui a entamé une procédure de discrimination. La procédure de discrimination est contraire aux valeurs républicaines. Par conséquent, l'Opéra national de Paris dépend d'un service public et comme c'est contraire aux valeurs du service public et au contraire à la loi, elle doit entamer une procédure disciplinaire en vue d'un licenciement. C'est comme ça que ça fonctionne dans n'importe quelle entreprise. Ça aurait été quelqu'un de gauche, on aurait directement demandé sa démission à la personne. Tout simple. Jonathan Sixou nous disait tout à recruter. Non mais c'est quand même amusant. Ça veut dire que l'Opéra national de Paris demande un rapport sur la question de la discrimination. Et eux-mêmes, un an après, pratiquent une discrimination. Enfin, vous ne trouvez pas qu'il y a une forme d'hypocrisie dans cette histoire? Une forme d'hypocrisie. Et est-ce que finalement, la chose aurait pu se produire d'une autre façon? Elle aurait pu voir son CV, voir qu'elle était stagiaire chez Valeurs Actuelles et ne pas la convoquer, tout simplement. Ça aurait été de la discrimination. Mais vous savez, moi je connais beaucoup de jeunes que j'essaye d'aider dans l'insertion sur le marché du travail. Parfois, quand ils mènent des stages dits sensibles, ils les retirent, notamment des stages qui sont politiques, éventuellement journalistes, parce que vous êtes aujourd'hui discriminé en raison de l'opinion. Mais contrairement à ce qui est dit et répandu dans les médias, vous n'êtes pas discriminé quand vous venez de la gauche ou quoi que ce soit. C'est quand vous portez des valeurs de droite. C'est quand vous faites un stage chez Éric Zemmour, chez Valeurs Actuelles, voire même peut-être chez Causeur. Vous êtes discriminé. C'est comme ça que ça se passe. Mais tout le monde le sait. Mais c'est juste que c'est un non-dit. Et ce que font les jeunes, c'est qu'ils le suppriment. Ils le suppriment de leur LinkedIn, ils le suppriment de leur CV, tout simplement. Olivier d'Artigol. Oui. J'ai les opinions politiques de mais c'est pas parce que vous faites un stage à Valeurs que... C'est même pire que ça. C'est que le monsieur, on s'en contrefiche de ses opinions politiques. Il est directeur... Ça fait partie de la sphère privée, en plus de ça. Non, mais c'est qu'il est directeur de l'Opéra national de Paris. Je pense pas que ce soit le directeur. Il dépend de l'Opéra national de Paris, qui est un service public et donc du coup qui dépend de l'argent des Français. Donc j'ai envie de dire à ce monsieur que ses convictions, on s'en fiche complètement. Il est là pour respecter les convictions des Français, respecter là pour la politique du gouvernement en termes de rayonnement, en termes de politique culturelle. Donc ses convictions, il se les garde pour lui, comme cette RH, elle garde ses convictions pour elle. Elle doit faire appliquer la loi et la politique menée. Moi, le jeu de mots, mauvaise presse. Non, mais il y a toutes les institutions qui sont de plus en plus politisées. Oui. Et là, ça va dans le sens de façon de ce que veut Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a supprimé ce qu'on appelle les grands corps, donc les fameux corps diplomatiques, le corps préfectoral, etc. Parce qu'on avance vers des nominations qui sont de plus en plus politiques. Le directeur de l'Opéra national de Paris est nommé en Conseil des ministres. La plupart des directeurs de centres culturels... Oui, c'était le cas avant, mais la plupart des centres culturels ont été nommés par des chefs d'État et des chefs de gouvernement à tendance politique en raison de leurs convictions politiques. Et donc du coup, il faut... Non, attendez, laissez-moi terminer dessus. Et donc du coup, dans la plupart des directions, que ce soit le cas à France Télévisions, dans différents points, c'est-à-dire que vous avez des directions qui sont de plus politiques et on s'américanise de plus en plus. Ça veut dire que vous avez un système qui est quasiment un spoil system, avec des nominations qui sont faites non pas en raison de vos compétences ou vos soi-disant neutralité, mais en raison de votre appartenance politique ou de proximité avec le pouvoir. Ça a toujours été le cas, mais c'est accéléré depuis une dizaine d'années. Et donc du coup, c'est pour ça que vous avez une tendance qui est, en grosso modo, progressiste, qui est sur le modèle américain de ce que vous voyez aux États-Unis. La direction de l'Opéra national de Paris se dirige de plus en plus vers le modèle de culture américaine. Ils font les mêmes choix en termes de discrimination, et donc du coup, ils discriminent en même temps les mêmes types de profils de personnes. Vincent Chauvet. On a 30 secondes, William T, on en reparlera juste après la pub, mais je vous écoute quand même. La question, c'est effectivement, il y a une amélioration au niveau des sanctions. Comme vous l'avez cité, il y a des bons chiffres. La difficulté, c'est comment on fait, un, pour les attraper, et deux, comment on fait pour les sanctionner. Parce que la plupart du temps, les motos sont volées, en fait. Donc, vous pouvez saisir les motos. De toute façon, c'est pas grave, c'est des motos qui ont été volées. Donc, la question, c'est comment on fait pour soutenir les policiers dans leur démarche. Et est-ce qu'on change de doctrine pour arriver à une doctrine à l'anglaise, pour aller charger, notamment pour faire des courses-poursuites pour les arrêter. C'est une question en termes d'intention, qu'est-ce que veut faire le gouvernement? Est-ce qu'il y a une tolérance au fait qu'il y ait des rodéos? S'il n'y a pas de tolérance, il faut la doctrine britannique. Tolérance, mais pas de course-poursuite non plus. Visiblement, il n'y a pas de tolérance, alors ça s'appelle de l'accommodement. Il y a 16h25. Vous avez 584 condamnations par an. 16h25, c'est la question qu'on se posait juste avant la pub. Je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que le fait que les policiers soient soutenus dans leur démarche. La difficulté, c'est que parfois, ils ont peur d'y aller, parce que, admettons qu'un policier y aille, et donc du coup blesse une personne qui fait du rodéo. Qui est-ce qui va avoir sa carrière mise en danger? Qui est-ce qui va avoir des tags en bas de chez lui avec des appels à la démission, des appels à la violence policière? C'est le policier qui va l'avoir. Et donc vous aurez des types qui vont se balader avec une pancarte « Justice pour X ». Et c'est pour ça que les policiers ont du mal à intervenir. Parce que la hiérarchie, notamment en termes du ministère de l'Intérieur, ne soutient pas assez ces policiers dans ce type de marche pour aller les chercher. Oui, il y a aussi une doctrine. Olivier d'Artigol. Mais il y a une doctrine. Vous savez pourquoi? C'est depuis Malik Oussekine, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un fait qu'on a une tolérance. Non, mais vous avez une tolérance. Et la question, c'est pour ça que je parlais de la question tout à l'heure, c'est la question de l'objectif. Est-ce qu'on veut mettre tous les moyens pour stopper les rodéos? Si on veut mettre le cas, il faut donner les moyens aux policiers pour le faire. Si on veut faire une doctrine mixte, c'est-à-dire en gros accepter, mais avec des accommodements raisonnables, vous suivez monsieur. Et sinon, si vous laissez faire, vous laissez faire. Attendez, Olivier
dire ne nous enfermons pas dans l'idée. Vous aviez une rangée de véhicules saisis et vous aviez un bulldozer qui passait et diffusé sur les réseaux sociaux, dans la presse locale, etc. Ça, c'est pédagogique, ça, c'est utile. Il faut le faire de plus en plus et montrer les images, comme de plus à la en plus télé, sur les réseaux sociaux. Oui, de plus en plus, la gendarmerie montre les véhicules saisis quand il y a des grands excès de vitesse. Il faut montrer aussi la destruction des véhicules et aller sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat et TikTok, où beaucoup de jeunes se filment et se mettent en scène et il y a une difficulté de travailler avec ces plateformes, parce que aller chercher un jeune sur TikTok qui a un compte anonyme où il fait des rodéos urbains, aller chercher sur Snapchat, c'est très compliqué. Et donc, il faut d'une part travailler avec ces plateformes qui, pour certaines, ne coopèrent pas avec les autorités, et également utiliser ces plateformes pour faire de la pédagogie et montrer que la réponse, elle est là, elle est ferme et que ça marche dans certains endroits, quand les maires, quand les préfets sont aussi tous mobilisés pour aller dans ce sens. Les chiffres le montrent. Il reste encore quelque chose de résiduel qui est intolérable, mais on a quand même énormément progressé depuis 2017. Alors, ça fait beaucoup rire William T. Ils ne connaissent pas, mais quand vous êtes dans les territoires, vous le savez. Je trouve ça fantastique. Je comprends pourquoi monsieur est macroniste. Ça veut dire qu'en gros, on gonfle les muscles pour aller faire une vidéo sur TikTok sur un bulldozer pour casser des véhicules. Absolument. Des véhicules dont ça marche mieux que d'aller écraser les jeunes sur les murs dans la moitié. Oh oui, c'est sûr que là, ça va être révolutionnaire. Je pense qu'il y a des commissions d'enquête aux États-Unis, en Chine, en Russie, ou je ne sais pas où, qui vont me dire ah bah tiens, le phénomène marche. Comment le gouvernement français a fait à partir de TikTok pour arrêter le phénomène du rodéo? C'est fantastique. Alors là, comme phénomène. Et ensuite après, moi je connais moins le dossier que Mathieu Vallet. Je le reconnais volontiers. Moi j'ai un souci, notamment en termes de destruction des véhicules, c'est la question du fait que la plupart du temps les véhicules sont volés et on ne sait pas auprès de qui ont été volés. Effectivement, Mathieu Vallet va à une solution de simplicité en disant on détruit tous les véhicules, comme ça on arrête le phénomène de rodéo. Mais imaginez que vous avez été une personne normale et que vous avez été un véhicule qui a été volé. Ça pose des questions en termes de droit de propriété et en termes d'assurance.